Le boycott, seule option qu'il reste quand la concertation n'est pas de mise. Et ça, on aurait dû le savoir. Sous emprise, le public est séduit. Mais je te le dis, ton projet est un flop annoncé. Borné, avorté, sans surprise, ouais. Électoraliste, autoritariste. Alors, cette intervention, elle s'effectue en réflexion avec mes collègues du M3P, avec Manifeste Psy. La déontologie, c'est la colonne vertébrale de notre exercice professionnel. Elle fait partie intégrante de notre identité professionnelle. C'est un aspect qui est intégré de notre connaissance sémantique en tant que praticien. Elle reste vraiment le guide de notre exercice. On aborde cet aspect-là dès l'université, quel que soit le métier de la psychologie qu'on exerce. Autant les chercheurs, voilà, les cliniciens sur le terrain, les libéraux, et puis quelle que soit l'orientation du psychologue aussi, que ce soit des TCC, psychanalystes, neuropsy. La déontologie, elle est particulièrement importante pour notre profession parce que c'est quand même quelque chose qui nous permet d'avoir une bonne qualité de prise en charge du patient, qui reste quand même le principal, en tout cas, c'est le sujet principal. Il faut remettre le patient au cœur de notre profession. Et elle guide le psychologue également, et je trouve qu'elle protège le patient. Au Manifeste Psy, la question de la déontologie et du dispositif gouvernemental s'est vite posée. On a un collègue, donc Cyril Le Gentel, qui a demandé un avis auprès de la CNCDP par rapport à un rapport de la Cour des comptes du 16 février 2021 au sujet du projet de conventionnement des consultations psychothérapeutiques. C'était un dispositif semblable à celui qui va sortir au printemps, là, et sans l'actualisation du code actuel, par contre. La commission a estimé que le dispositif proposé dans le rapport compromet la possibilité pour le psychologue de se conformer aux principes précités sur 2 points majeurs. Alors, je cite ces 2 points. L'accès libre et direct du patient vers le psychologue de leur choix. Le libre arbitre du patient pourrait alors être mis à mal du fait que la décision d'orientation vers un psychologue pour des séances remboursées reviendrait à un tiers non psychologue. Donc l'avis fait référence au principe 1 de l'ancien code, respect des droits de la personne, préconisant l'accès libre et direct de toute personne au psychologue de son choix. Et il y a un deuxième point sur lequel la CNCDP s'est positionnée, c'est la responsabilité pleine et entière de la méthode appliquée. La commission s'est donc interrogée sur les conséquences que représenterait pour les psychologues, les patients et leurs familles la mise en place d'un remboursement de la psychothérapie dans un cadre aussi limité et contraint, ce qui fait référence au principe 3, responsabilité et autonomie, évoquant que le psychologue répond personnellement au choix de l'application des méthodes, des techniques qu'il conçoit et met en œuvre et des avis qu'il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Alors, la CNCDP conclut en disant qu'elle préconise la recherche de nouveaux dispositifs prévoyant des conditions respectueuses du code de déontologie des psychologues afin de rester en accord avec ce qui est écrit au frontispice. Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable et sa reconnaissance fonde l'action des psychologues. Alors, depuis, un nouveau projet de conventionnement est en place, est bien en place et sortira prochainement officiellement. Et puis, il y a eu aussi la modification du code de déontologie. Alors, les modifications concernent, en tout cas, elles ont été mises en place, c'est un changement qui a été consolidé le 9 septembre 2021 par le CEREDEPSI. Et concernant le dispositif Mon Psy Santé, ce dispositif est décrit en partie dans l'article 79 de la loi du 23 décembre 2021, loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Alors, je vais vous énumérer un petit peu sommairement les manquements du code qu'on peut relever. Premièrement, un manque de liberté de la personne à consulter directement le psychologue de son choix. Le dispositif contrevient donc au principe 1 du nouveau code. Je l'écourte un peu. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement là où le psychologue de son choix. Dans cette nouvelle version, on note l'abandon du terme librement. L'accès direct est toujours spécifié et puis l'accès libre. Cette modification semble correspondre à ce qui est attendu au niveau de la charte EuroPsy, certification européenne en psychologie, et avec l'impression que nous avons que les modifications du code s'effectuent parallèlement à la réglementation à venir. Un deuxième aspect nous inquiète un peu, c'est le manquement d'égalité entre les personnes. La neutralité nous impose de ne pas faire de différence de choix entre nos patients en fonction de leur statut, de leurs ressources, de leurs antécédents médicaux.
Et cela s'oppose au principe 1 du Code, droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution. Pour rappel, la Constitution de 1958 assure l'égalité devant la loi de tout citoyen sans distinction. Donc l'argumentaire du gouvernement repose sur l'accès des consultations conventionnées aux personnes officieusement ayant peu de revenus, avec des critères d'inclusion extrêmement nombreux et contraignants, comme l'âge, les antécédents médicaux, le diagnostic, et puis le lieu d'habitation aussi, puisque les psychologues conventionnés seront répartis en fonction des territoires. Donc il sera question que la répartition des psychologues conventionnés dépende du nombre d'habitants. Cela impliquerait que les psychologues conventionnés exerçant dans les zones de désertification médicale, comme c'est mon cas personnellement, seront moins nombreux et du coup leur répartition plus large sur un territoire, générant un déplacement plus important des patients, ce qui est déjà le cas avec les médecins traitants. Un troisième aspect à noter, c'est le manquement du secret professionnel, la confidentialité et le partage d'informations à caractère secret. Le dispositif oblige la personne, pour avoir accès aux consultations remboursées, de révéler un certain nombre d'éléments à son médecin traitant. Alors, ça remet en question le principe 2 du Code, respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité. Je le cite, là où le psychologue est soumis à une obligation de discrétion, là, le psychologue s'astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garanties. Il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même. Il remet également en question l'article 7 du Code. Là où le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du Code pénal, article 226-13, 226-14, le secret professionnel couvre tout ce dont le psychologue a connaissance dans l'exercice de sa profession, ce qui lui est confié comme ce qu'il voit, entend et comprend. Alors bien évidemment, dans nos pratiques quotidiennes, le psychologue peut être amené à partager des informations à caractère secret, évidemment. Néanmoins, ce partage a des limites et il a aussi un objectif bienveillant vis-à-vis du patient. Le but, c'est d'aider le patient. Il faut remettre le patient un petit peu au cœur de cette parfois obligation. En effet, alors il est stipulé dans l'article 8 et l'article 15 du Code. Alors l'article 8, là où le psychologue partage uniquement les informations strictement nécessaires à la finalité professionnelle. Et l'article 15, lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d'ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. Donc il n'y a pas d'obligation. Le dispositif Mon Psy Santé nous impose de partager une information écrite à la fin des 8 séances avec le patient, y compris quand elles ne sont pas nécessaires à une quelconque finalité professionnelle. Donc il en découle une obligation. Il y a un autre aspect qui pose problème, l'illusion du titre unique. Je vous lis le principe 4, qui concerne les compétences. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses propres limites compte tenu de sa formation, de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu'elle ou il sait ne pas avoir les compétences requises. Le dispositif est ouvert par sélection étatique à tout psychologue, y compris les psychologues ayant un master du travail, des organisations, des psychosociologues, etc., et qui n'ont pas forcément les compétences en psychothérapie ou d'accompagnement psychologique dans leurs études. Et la question qu'on peut se poser, mais après ça se discute, qu'entend-on par expérience professionnelle en clinique et en psychopathologie, et si cette expérience n'est pas actée par le diplôme. Et par ailleurs, le dispositif engendre un contournement du titre de psychothérapeute, garantissant pourtant un niveau de formation suffisant pour cet accompagnement à tous les psychologues, et ce, quelle que soit leur spécialité. Ensuite, se pose le problème du statut et de l'autonomie professionnelle des psychologues. Le psychologue est autonome dans l'élaboration de ses méthodes et indépendant dans les décisions d'intervention. Et le temps de séance, même non imposé par le décret, est indirectement défini par le tarif qui est imposé. Et ce temps contraint impose l'impossibilité de pratiquer un grand nombre de psychothérapies. Je pense aux psychothérapies de type systémie, le MDR, l'hypnose, mais même les TCC pour les pratiquer régulièrement, la neuropsy, la psychanalyse. En fait, je ne vois pas qui peut travailler dans des conditions comme ça. Et le dispositif assujettit les psychologues aux médecins traitants, aux ARS, mais aussi aux législateurs. Donc l'autonomie et la responsabilité professionnelle
sont annihilés. Et le principe 5 du code nous dit, là où le psychologue est responsable en toute autonomie du choix et de l'application de ses méthodes d'intervention, des méthodes ou techniques qu'elle ou il conçoit et met en œuvre, il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l'exercice de sa profession, notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d'ordre. L'article 4 nous dit, là où le psychologue fait respecter sa spécificité professionnelle. Et l'article 25 nous dit, là où le psychologue qui exerce en libéral détermine librement ses honoraires avec tact et mesure. Et là, c'est remis en question également. Le dispositif laisse à croire qu'on peut régler les troubles anxieux et dépressifs légers à modérés en quelques séances. Et la question qu'on peut vraiment se poser, c'est quelle image on renvoie en fait auprès du grand public ? Est-ce que le psychologue devient un magicien qui, en 8 séances, va régler des problèmes voilà, pour les traiter tous les jours, 8 séances, ça me paraît quand même extrêmement restreint, même pour un petit trouble anxieux. Hein. Et souvent, c'est souvent l'arbre qui cache la forêt quand même. Hein. Donc, je ne vois pas ce qu'on va faire en 8 séances. Hein. Et c'est vrai que l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est se dire, un psychologue qui ne règle pas les problèmes en 8 séances, c'est un mauvais psychologue. Et ça, c'est vraiment ennuyeux. Et puis, qu'est-ce qu'on fait des personnes qui ont encore des soucis après 8 séances? Parce qu'il va y en avoir beaucoup quand même. Hein. L'article 30 du Code nous dit, là où le psychologue a une responsabilité dans ce qu'elle diffuse de la psychologie et l'image de la profession auprès du public et des médias. Et donc, effectivement, que va-t-on, quelle image on renvoie finalement par rapport à cette idée? Le dispositif réduit la complexité des situations psychiques et cliniques aux seuls troubles anxio-dépressifs, pour rappel étiquetés par le médecin traitant, qui peut-être n'a pas vu des troubles de la personnalité associés, mais bon. Et circonscrire les troubles anxieux et dépressifs légers à modérés dans une pseudo-entité nosographique est un leurre. La réalité psychopathologique est bien plus complexe que ça. Et avec cette étiqueté troubles anxieux légers à modérés, on réduit la complexité des situations psychiques et cliniques aux seuls troubles anxio-dépressifs, alors que la réalité, effectivement, est bien plus complexe. Voilà. Et puis, il y a l'idée, effectivement, que du coup, participer au dispositif, c'est venir valider de fausses affirmations et des postulats qui ne sont pas forcément corrects. Quoi. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Le boycott, seule option qu'il reste quand la concertation n'est pas de mise. Et ça, on aurait dû le savoir. Sous emprise, le public est séduit. Mais je te le dis, ton projet est un flop annoncé. Borné, avorté, sans surprise, ouais. Électoraliste, autoritariste.